Amateurs, on est venu voir travailler les professionnels. RMC. Un névrosé peut pas être un professionnel. 10h-13h. Il doit bien y en avoir un dans le tas qui est pas complètement givré. Alain Marchal, Olivier Truchot. Mais je n'ai aucune envie de voir des gens complètement fous. Je déteste bosser avec des psychopathes. Les grandes gueules. Oui, je sais. Quand on n'est pas habitué, c'est assez impressionnant. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC avec aujourd'hui dans les grandes gueules l'éducateur Étienne Yébic, Joël Dagos-Eric qui est chargé de clientèle dans le logement social et puis l'économiste Pascal Perry. Des GG que vous avez entendu évoquer aujourd'hui le député Denis Baupin qui est accusé d'agression sexuelle. On attend ses explications à Denis Baupin qui aujourd'hui renvoie vers ses avocats. La baignade possible dans la Seine à Paris, c'est le vœu d'Anne Hidalgo dans la perspective de Paris 2024 au cas où Paris obtiendrait les Jeux Olympiques, mais bien avant, parce que la maire de Paris souhaiterait que dès l'année prochaine on ait davantage d'épreuves sportives qui mettent la Seine en rôle majeur. La dernière c'était un triathlon je crois en 2012, donc on en a parlé. Puis le phénomène Macron qui rendait hommage hier à Jeanne d'Arc. On a parlé du cas Macron tout à l'heure dans les GG. Vous voulez en reparler avec nous? Pas de problème, 3216, le 3216 et on se retrouve dans le GG et vous à 12h40. RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec le vice-président du Front National, Florian Philippot. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. 4 élus écologistes, dont la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, dénoncent dans une enquête menée par Mediapart et France Inter des comportements de harcèlement et d'agression sexuelle de Denis Baupin, qui est député et vice-président de l'Assemblée nationale. Alors la plupart des faits racontés sont prescrits. Que faut-il faire de cette information ? Écoutez, si vous dites la plupart des faits, c'est que certains ne le sont manifestement pas. Donc j'espère qu'il y aura, logiquement, normalement, il devrait y avoir une procédure judiciaire. Et c'est comme ça que les choses devraient se régler. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai pas trop de raison de douter des témoignages oraux de ces femmes, évidemment. Mais je suis pas juge non plus. Et je ne connais pas du tout Monsieur Baupin, pour le coup. Ce serait extrêmement choquant parce que je crois qu'il participait encore il y a un mois à une campagne télévisée sur les violences contre les femmes. Enfin, il y aurait une espèce d'abysse incroyable entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Bref, la justice suivra son cours si la justice est saisie. Et pour le reste, ça le regarde évidemment lui, ça regarde son parti politique et ça regarde aussi le président de l'Assemblée nationale puisqu'il est vice-président. Alors que doit faire Claude Barthelone ? Ça, je pense qu'ils doivent avoir une discussion. S'il est condamné à un moment ou à l'autre, évidemment, il ne peut pas se maintenir. Ça, alors si les faits sont prescrits, parce que avant, il faut une discussion entre les deux et voir si l'institution, l'Assemblée nationale, notre institution de la République, peut supporter cela ou pas. Mais ça nécessite que le président de l'Assemblée nationale s'en saisisse. Alors si les faits, parce que ceux qui sont rapportés sont pour l'instant, semble-t-il, prescrits. Ils remontent parfois à une quinzaine d'années, donc c'est 3 ans la prescription. S'ils sont prescrits, donc il ne sera pas poursuivi. Est-ce qu'il peut continuer à être vice-président, député il faut l'entendre. Je ne sais pas s'il s'est exprimé depuis ce matin, pas encore. Ses avocats non plus. Attendons de voir ce qu'il dit. Il est discret. Oui, bon, et voilà, il doit discuter, j'imagine, avec ses avocats. On verra sa version des faits. Je vais pas juger, moi, comme ça, en 3 minutes avant tout le monde. Mais si en tout cas, lui, il reconnaît des faits, je pense qu'il pourra pas se maintenir. Ça me paraîtra absolument évident, même s'il n'y a pas encore de jugement ou s'il n'y a pas de jugement. S'il ne reconnaît pas, s'il dit que tout cela est faux, il faudra quand même l'écouter. Je veux dire, on est quand même dans un état de droit. Alors, même si c'est prescrit. Vous n'êtes pas... oui, mais s'il reconnaît, même si c'est prescrit, il ne pourra pas se maintenir. Ça me paraît absolument évident. Parce que là, on n'est plus dans la justice, on est dans la morale. Vous n'êtes plus le seul à récupérer Jeanne d'Arc. Et maintenant, il y a Emmanuel Macron. Ça veut dire, on l'a jamais récupéré. On n'a jamais empêché quiconque de parler de Jeanne d'Arc, de célébrer Jeanne d'Arc. Oui, on l'a pas utilisé, on l'a célébré et le reste de la classe politique française l'a mise un peu au placard. Donc vous félicitez que le ministre de l'économie fasse cet hommage hier à Orléans. Moi, plus il y a de Françaises et de Français qui célèbrent nos héros et nos héroïnes nationaux, je m'en réjouis évidemment parce que ça fait vivre évidemment cette nation millénaire qu'est la nation française et dans sa gloire. Voilà. Après, sur le fond, est-ce que M. Macron, par contre, a séché le cours d'histoire lorsqu'il a été question de Jeanne d'Arc? Pourquoi ? Parce que Jeanne d'Arc, c'est pas tout à fait, si vous voulez, la City de Londres. C'est pas tout à fait l'asservissement de la France par rapport aux puissances d'argent, par rapport aux banques d'affaires, ou par rapport même à Bruxelles, des puissances étrangères, ou Washington. Jeanne d'Arc, c'est d'abord et avant tout, si on parle politique,
et on peut aussi avoir une vision religieuse des choses, mais ça je le laisse aux religieux, mais c'est d'abord et avant tout l'indépendance nationale. Or, M. Macron, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, et dans le gouvernement auquel il participe, il joue contre l'indépendance nationale, puisque notre pays est soumis à la fédération européenne qui est de plus en plus évidente, est soumis à Berlin, donc il fait une mauvaise interprétation de est Jeanne soumis d'Arc. parfois à la Turquie en matière migratoire, est soumis à Washington en matière militaire, etc. Oui, c'est pour le moins une très mauvaise lecture, mais je pense qu'il avait séché le coup, probablement qu'il n'était pas là lors du cours d'histoire sur Jeanne d'Arc. Quand il dit Jeanne d'Arc font le système, parvient à rassembler la France, Jeanne a rassemblé une France déchirée, coupée en deux, lui qui se dit ni droite ni gauche, voilà, il trouve. Vous voulez dire que on pourrait le suspecter en réalité de parler de lui plutôt que de parler de Jeanne d'Arc. En général, c'est ce qu'on fait toujours dans un discours historique quand on est homme politique ou femme politique, non? Alors, ça n'est pas impossible parce que j'ai rarement vu une tête qui grossissait aussi vite que celle de Monsieur Macron. Il a plutôt tenu le coup pendant plusieurs mois et là, depuis quelques semaines, ça a le caisson grossi à toute vitesse. Il a la grosse tête. Il a la grosse tête. Je pense qu'elle passe plus les murs. Alors c'est vrai que en même temps il y a une espèce d'emballement médiatique, des unes, des couvertures de journaux, ça etc. Ça vous agace, hein? Ça m'agace pas du tout, mais je pense que non, je suis pas du tout jaloux parce que si vous voulez, moi je pense que on essaie de nous le vendre un peu comme une bouteille de shampoing et ça suit, mais ça s'accélère, hein, ça suit d'autres cas de figure un peu équivalents où en réalité la politique se réduit à du marketing pur. Parce que moi, je suis incapable de vous dire ce que pense Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son bilan en 20 mois de ministre de l'économie? Honnêtement, le bilan est loin d'être formidable, que ce soit sur la croissance, que ce soit sur la dette, que ce soit sur l'emploi. Qu'est-ce qu'il pense fondamentalement? Il pense comme tous les autres. C'est-à-dire qu'il faut plus d'Europe, plus d'immigration, plus de dérégulation, etc., etc. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est ce que veut la Commission européenne, c'est ce que veulent ses maîtres depuis des décennies, ce qu'ils imposent à la France d'ailleurs. Qu'est-ce qu'incarne Emmanuel Macron politiquement? Pas grand-chose, si ce n'est un discours marketing. Donc il y a eu, alors à l'époque, on peut remonter loin, il y a déjà eu Michel Rocard il y a 40 ans, il y a eu Léotard à un moment, il y a eu Villepin, il y a eu Valls, il y a eu Sarkozy, maintenant il y a Macron, c'est-à-dire c'est la politique marketing. Ils ont eu des belles carrières quand même. Pour certains. Vous avez un point commun avec lui. Vous avez été chevènementiste. Il paraît qu'il l'a été, ouais. Je sais pas s'il l'a confirmé ou pas. Écoutez, moi j'y l'étais en tout cas pour la campagne présidentielle de 2002 parce que Jean-Pierre Chevènement dépassait les clivages, c'est vrai à l'époque. Le Tché a laissé des enfants naturels très différents les uns des autres. Mais encore une fois, on peut être au Front National ou ministre de François Hollande. Je crois que moi, si vous voulez, le chevènementisme, pour moi, c'était un patriotisme. Et on ne peut pas dire qu'on défend le patriotisme si on accepte que la souveraineté de son propre pays soit entre les mains d'autres personnes, notamment des technocrates non élus à Bruxelles. Là, il me semble qu'il y a une contradiction. Étienne Yebig. Moi, vous défendez et vous battez beaucoup contre cette espèce d'oligarchie capitaliste comme ça qui nous ferait du mal. Vous venez encore de la dénoncer. Pourtant, le 13 avril, le FN... à la Commission européenne a voté une loi sur le secret des affaires avec tous ceux que vous dénoncez. Et si cette loi avait été votée, on n'aurait pas eu l'exemple, d'après ce que dit Élise Lucet, par exemple du LuxLeaks ou du scandale des pesticides, etc. C'est-à-dire que finalement vous avez tout un discours pour montrer que vous vous distinguez des autres partis et surtout que vous êtes contre cet horrible capitalisme américain. Mais en réalité, vous faites exactement la même chose que les autres. Votre discours ne tient plus du tout. Vous êtes complètement à la rue. Je suis pas du tout d'accord avec vous sur cette fameuse directive. Elle est pas parfaite, mais elle améliore. Je veux dire, nous, on est un peu pragmatique. Hein. Quand il y a des choses qui améliorent un petit peu, on prend. Notamment, elle a été amendée 2 fois par des eurodéputés du Front National, notamment pour mieux protéger les lanceurs d'alerte et les journalistes qui enquêtent sur ces affaires-là dont vous parlez. C'est une blague, vous le savez, ça. Vous savez que c'est une grosse blague, ce que vous dites là. Non, c'est pas vous savez une que blague, c'est le meilleur moyen de tuer les affaires. Et comme ça intervenait peu de jours après le Panama Papers, disons que c'est bien c'est pour ça que vous avez fait l'amalgame, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Non, tout le monde, c'est pas moi qui ça n'a pas beaucoup de sens. En réalité, c'est une directive à la base, elle porte pas le son nom, c'est une directive pour lutter contre l'espionnage industriel. On est très naïf en Europe et en France sur l'espionnage industriel, notamment vis-à-vis de la Chine, des États-Unis ou du Japon. On doit se réarmer. Donc on prend, par rapport à ce qu'on avait dans le droit aujourd'hui, c'était assez faible, mais c'est vrai que c'est pas du tout suffisant. C'est vrai que vous dites on n'est pas cohérent. Si, nous on est cohérent parce que par exemple, quand il a fallu nommer Juncker à la tête de la Commission européenne en 2014, on a voté contre parce qu'il se trouve que M. Juncker était impliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, et il l'a dirigé pendant 20 ans dans l'affaire LuxLeaks, c'est-à-dire les paradis fiscaux du Luxembourg. Dont on n'aurait jamais entendu parler si cette loi avait été déjà votée. Mais c'est pas vrai, absolument pas. Et vous verrez qu'on entendra. Et je prends le pari avec vous que malheureusement d'autres affaires sortiront dans les années qui viennent, et vous verrez qu'on en parlera. Le vrai scandale, c'est qu'un fondateur de l'Europe, c'est qu'un pays fondateur de l'Europe, c'est qu'un type qui a siégé à la Commission européenne dont il a été président, ancien Premier ministre du Luxembourg,
et le blanchisseur en chef. Enfin, je veux dire, comment cette situation peut-elle encore durer? Ça a été approuvé par le PS européen, par l'UMP européen et français, pas par le Front National. Non, mais les pratiques bancaires n'ont pas changé au Luxembourg, il faut le dire. Déjà, le meilleur signal, ça aurait pas été de mettre à la tête de la Commission européenne Monsieur Juncker. Moi, je suis désolé. Or, c'était le candidat de l'UMPS et de l'UMPS européen. Nous, on a voté contre, on avait même déposé une motion de censure. Oui, mais Étienne pointe du doigt une contradiction. Il y en a souvent avec vous. Non, mais ça, c'est la contradiction. Moi, je la récuse. Vous savez, vous la récusez, mais il y en a. Moi, je pour le coup, je pense que on peut avoir l'analyse qu'on veut. Mais en matière d'espionnage industriel, nous sommes extrêmement naïfs. Or, ça nous coûte beaucoup en termes de transfert de technologie, en termes d'emploi. Donc, il faut agir. Mais je préférerais, là, vous avez raison, qu'on le fasse dans le cadre national, parce que je ne me réjouis jamais quand je vois une directive européenne faire les choses à notre place. Mais je préfère que ça vienne du peuple et donc de la nation. Je voulais pointer du doigt d'autres contradictions, notamment vous n'avez pas de mots assez durs pour dénoncer le terrorisme et la menace qui pèse sur la France. À l'Assemblée, les deux représentants du Front National ne votent pas les lois présentées par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme, et au Parlement européen, vous vous opposez au fameux fichier PNR qui est censé permettre aux services de connaître précisément qui prend les vols européens. Alors ça, c'est quand même assez contradictoire. Non, écoutez, si le gouvernement proposait ainsi que l'Union européenne des choses efficaces contre le terrorisme, ça se saurait quand même depuis longtemps. Si vous votez à chaque fois vous contre moquez systématiquement de l'Europe comme si elle existait Le gouvernement nous a proposé quoi aujourd'hui encore? Des centres de déradicalisation un peu renforcés, par région. Des numéros verts, un site internet stopdjihadisme.gouv.fr, c'est tout ce que nous propose le gouvernement, et on devrait accepter cela. Mais je suis désolé, c'est se moquer, et le fichier PNR des Français. Pour des gens pragmatiques, le fichier PNR. Moi je voterai pour le jour, et malheureusement je pense que ce gouvernement, ainsi que les gouvernements Sarkozy ou Juppé ne le feraient jamais, je voterai pour le jour où ils proposeront le rétablissement de nos frontières nationales avec des contrôles dignes de ce nom, et donc une infrastructure douanière. Le jour où ils diront qu'on ferme la centaine de mosquées radicales, salafistes, identifiées par le ministère de l'Intérieur et qu'on n'a toujours pas fermé. Je voterai pour quand on aura mis dehors les prêcheurs de haine, les imams étrangers qui prêchent la haine. Je voterai pour quand on aura une politique qui renforcera vraiment nos moyens de sécurité, police, et gendarmerie, le PNR, alors armée. Ça, c'est concret. Le fichier PNR, il n'y a pas un terroriste qui a pris l'avion. Que ce soit pour Charlie Hebdo, Hypercacher, Bataclan, Bruxelles. Il n'y en a pas un qui prend l'avion. Ça s'appelle de l'enfumage. La compagne de Koulibaly a pris l'avion pour rejoindre ensuite ça s'appelle de l'enfumage pur et simple. Donc alors, c'est un exemple concret. La compagne de Koulibaly, après l'Hypercacher, de Koulibaly a pris l'avion pour rejoindre via la Turquie la Syrie. C'est pas lié à ça. Aujourd'hui, on prend prétexte, c'est très cynique, on prend prétexte des attentats meurtriers pour faire passer des choses qui à la base n'avait rien à voir, c'est une demande américaine. C'est-à-dire qu'au passage, on fiche tout le monde, on disperse les moyens du renseignement sur des centaines de millions d'Européens au lieu de les concentrer pour être plus efficaces sur ceux qui sont fichés S, qui sont déjà connus, ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne fait pas, et donc on joue avec notre sécurité collective. Et par ailleurs, on ne prend pas les vraies mesures dont je viens de vous parler sur les frontières, mais je pourrais ajouter aussi la route des migrants, parce que là, il y en a eu. Là, parmi les kamikazes du Stade de France, par exemple, et du Bataclan, il y a eu des djihadistes de Daesh infiltrés dans la route des migrants qui, eux, passent par la route ou au départ par la mer. En fait, ça, pour ça le PNR, existe, et par contre, ça, on ne fait rien contre ça. C'est que c'est une demande américaine, c'est ça qui vous gêne, quoi, en fait. À la base, c'est une demande américaine, et c'est pas que ça qui me gêne. Vous préférez la Russie, mais il se trouve que c'est une demande qui est inefficace, qui disperse nos moyens de surveillance et qui par ailleurs est liberticide. Alors pour quelle raison je voterai pour cela? C'est un cocktail infernal. On n'a aucune raison de voter pour ça. Là où je comprends parfaitement sur le PNR, il y a des limites. Les terroristes circulent en voiture. La problématique des frontières, c'est précisément celle de notre géographie naturelle. Comment voulez-vous surveiller des milliers et des milliers de kilomètres de frontières? Moi, il se trouve que j'ai travaillé une partie de ma vie dans l'est de la France, pas très loin de l'endroit où vous êtes élu. Je dirigeais une entreprise, j'avais des relations avec des Belges, des Luxembourgeois, des clients, etc. Bon, c'était très facile. Vous savez comme moi qu'il est très facile de traverser les forêts ardennaises. On n'a pas besoin de frontières. Les frontières, si vous voulez, je vois pas ce que ça nous apporte de plus, si vous voulez. Le contrôle des frontières. Il y a quand même une contradiction. Il y a quand même une contradiction parce qu'on nous dit les frontières nationales c'est compliqué à surveiller, donc mettons en place les frontières européennes. C'est pire. Alors là il y en a 14 000 kilomètres. Non, et on demande à des pays par exemple comme la Grèce, complètement aujourd'hui en faillite, de protéger ses frontières, ces 14 000 kilomètres. Je veux dire, ça c'est n'importe quoi. Ou une agence Frontex. Non, des frontières nationales
ce sera jamais suffisant, je suis d'accord avec vous. Ça marche pas, quoi. Mais c'est quand même mieux quand il y en a que quand il y en a pas. C'est toujours un filtre supplémentaire. C'est pas suffisant. Mais vous mettez des douaniers. Mais pour l'instant, en tout cas, on aura du mal à m'expliquer qu'on est plus en sécurité sans frontières qu'avec des frontières nationales. On est quand même plus en sécurité avec des contrôles aux frontières nationales. Ça, c'est indéniable. C'est pour ça d'ailleurs que Hollande les avait rétablis dans l'urgence le 13 novembre. Des contrôles qui existent toujours. Florian Philippot, non, aujourd'hui ils ont été supprimés. Vice-président du Front National, passe le grand oral des GG. RMC, les grandes gueules. RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec Florian Philippot, le vice-président du Front National. C'est Florian Philippot qui passe donc le grand oral des GG. Joël Dagosseri, question. Oui, petite question, Monsieur Philippot. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Emmanuel Macron en disant que vous ne saviez pas très bien ce qu'il proposait. Sur son site, il parlait notamment de la difficulté des personnes, des Français issus de l'immigration à accéder à certains postes. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ce qui s'est passé à Londres ce week-end avec l'élection du maire d'origine pakistanaise. Sadiq Khan. Bah, pas grand-chose. C'est le choix des Londoniens. Mais voilà. Cette façon de pouvoir, cette façon qu'ont les Anglais d'avoir réussi une certaine intégration qui manque un petit peu chez nous. Je vais vous dire, soyons extrêmement prudents sur le modèle anglais, parce que non, je considère que c'est un modèle qui n'est pas profitable et dont nous n'avons pas besoin en France, qui est le modèle du multiculturalisme, où en réalité on laisse parfois des horreurs se dire au nom du respect d'eux. Bon, on peut pas tout accepter, ils connaissent pas la laïcité à la française, et ils sont dans un modèle ultra... délégation de pouvoir de l'État. Voilà, ils sont dans un modèle ultra communautaire, et je n'en veux surtout pas pour la France, mais malheureusement je vois la France et des quartiers entiers y aller droit dans le mur, hein. Et je ne le souhaite pas pour mon pays, parce que ça voudra dire des ghettos communautaires, ça voudra dire le recul de la République et de la laïcité sur des pans entiers du territoire. Ça a déjà largement commencé. Vous avez entendu Monsieur Sadiq Khan, il dit je suis anglais, ça devrait vous toucher. Il est né à Londres. Je suis anglais d'abord, travailliste ensuite, musulman après. Moi, quand j'ai entendu ça, honnêtement, qui suis plutôt laïque, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Très bien, c'est la définition de la laïcité. Est-ce que vous pourriez tweeter pour le reste, je veux dire, aussi bien le considérer comme très bien, extraordinaire parce qu'il est musulman, ou le considérer comme très mauvais parce qu'il est musulman, je trouve que c'est la même. Mais ça n'a pas de sens. Ça me fait penser, si vous voulez, quand Obama a été élu, on nous a dit il va tout révolutionner parce qu'il est noir, ou d'autres moins nombreux, nous disaient ça va être la catastrophe parce qu'il est noir. Bah, ça a juste rien changé. C'est une politique extrêmement conformiste qui s'est mise en place. Et d'après ce que je connais de Monsieur Sadiq Khan, il adore l'Union européenne, donc ça en fait quelqu'un de très conformiste. Il est contre le Brexit. Et il nous a sorti son petit panneau Welcome Refugees. Merci, bienvenue aux réfugiés, bienvenue aux migrants. On n'a qu'à ouvrir le tunnel sous la Manche, comme ça, on saura qu'il y a un maire à Londres maintenant qui est prêt à les accueillir à bras ouverts. Au moins, ça nous réglera un problème à Calais. Sur cette question, est-ce que vous pourriez tweeter comme l'a fait Robert Ménard, le maire de Béziers, un tournant historique qui symbolise le grand remplacement en cours? Non, pas du tout. Non, moi je ne mets pas les gens dans des cases, je les confonds pas avec leur religion ou leurs origines, et je suis très attaché à la laïcité. Voilà, mais il vous aura pas échappé que Robert Ménard n'est ni au Front National ni au Rassemblement Bleu Marine. Mais il a été soutenu par le Front National pour localement, voilà. Je voulais vous poser une question. J'ai l'impression qu'au Front National, il y a une haine des États-Unis et d'une espèce de peur qui vous partagez d'ailleurs avec un certain nombre de gens de gauche des États-Unis, une espèce d'amour que je ne m'explique pas parce que tout ce que je lis sur la Russie et de droite aussi sur Poutine me montre que c'est largement un pays qui est en train de se casser la gueule à beaucoup de niveaux économiques, social, au niveau de la misère. Il n'y a jamais eu autant d'inégalités. Le seul truc, c'est qu'ils sont nationalistes comme vous l'êtes, et je me dis, je n'explique pas aujourd'hui dans un monde mondialisé. Enfin, les Américains aussi sont nationalistes. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai pas un amour inconsidéré. En tout cas, je suis pragmatique et je vois qu'on est dans un univers mondialisé où la France est un tout petit pays qui est complètement qui est soumis à toutes les pressions possibles et imaginables, et surtout parce que c'est un petit pays qu'on a du mal aussi à exporter un certain nombre de non-produits, qu'on a besoin des autres. Je ne comprends pas comment on peut être à la fois contre les États-Unis, contre l'Europe, faire comme si on était en 1920, que la France était coloniale et qu'on était encore un grand pays qui dominait le monde. Est-ce que vous n'enfumez pas vos électeurs avec cette espèce de fantasme incroyable d'une France inchangée? Alors je dis pas depuis Jeanne d'Arc, je suis gentil, mais depuis Barès, admettons. Moi, je pense qu'on enfume surtout la tête de générations de Français
depuis leur plus jeune âge en leur expliquant que leur pays ne peut plus rien, on reprend Giscard, il représente simplement 1% de la population mondiale, c'est une puissance moyenne, etc., qui devrait se fondre dans ce grand dessein qu'est l'Union européenne et la mondialisation sans règles, ni loi, ni âme, ni saveur. Je ne crois pas du tout, je pense que la France a des atouts immenses, elle reste la 6e puissance économique mondiale, elle est membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU, on n'est que 5 dans ce cas, elle a le 2e, paraît-il bientôt le premier espace maritime du monde. Elle vit sur son histoire tout de même. Non, ça c'est concret, c'est aujourd'hui. La France a une langue qui risque, et c'est une chance dans 40 à 50 ans d'être la plus parlée dans le monde aussi, le français, et qui est déjà très parlé aujourd'hui. La francophonie qui devrait être soutenue davantage. La France, elle a encore malgré tout un système éducatif qui produit des ingénieurs, des ouvriers, des cadres qui sont réputés dans le monde entier, des mathématiciens. Il faut s'en réjouir et c'est là-dessus qu'il faut miser. Alors moi je pense que la France, elle a une voix à porter dans le monde, elle ne le fera jamais seule, elle n'a jamais été seule, elle le fera évidemment, et c'est là qu'il y a une caricature de ce qu'on dit, elle le fait dans la coopération avec d'autres nations dans le monde entier. Et moi je pense que l'isolement ne se confond pas avec la liberté, et premièrement. Donc je pense qu'il faut avoir confiance dans notre pays, dans sa capacité à coopérer avec le monde entier et à être un pays qui se projette dans l'avenir. Pour le reste, sur les États-Unis et la Russie, je ne suis ni en admiration ni en détestation devant l'un ou l'autre. Moi, je suis simplement en admiration devant mon propre pays et je défends simplement les intérêts nationaux, les intérêts français. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous sommes totalement soumis à la puissance américaine. Je n'ai rien contre le peuple américain, certainement pas, mais nous sommes totalement soumis à la puissance, au gouvernement, aux intérêts américains, que ce soit dans l'OTAN, en ayant réintégré en catimini. C'est pas vrai. On a réintégré en catimini comme on a intégré. François Hollande a dit on arrête. En tout cas, en ce moment, on pourrait pas signer un accord. Et alors, ça fait des années que ces négociations TAFTA, traités transatlantiques, sont engagées, et c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il y a peut-être un problème. Mais c'est même un peu tard. En tout cas, il n'a pas signé. Nous, quand on en a, ça fait des années qu'on en parle, qu'on fait des pétitions, des manifestations, des colloques, dans un silence politique et médiatique incroyable. Et tout le monde est contre TAFTA, c'est pas original. Hein. Non, ils étaient tous pour. Et au Parlement européen, tout le monde est contre. Au Parlement européen, ils ont toujours voté pour. Ils ont toujours. Ah oui, maintenant qu'on a des sondages. C'est moi quelqu'un qui est pour TAFTA. Mais maintenant c'est simplement qu'on a peur de se faire bouffer par d'autres. Hein, là, en mai 2016, maintenant qu'on commence à avoir des sondages, que les gens commencent à être au courant de l'opinion publique, c'est vrai qu'ils subitement, ils tournent tous kazakh. Mais non, mais c'est parce simplement, ils ont tous voté pour, ils ont tous accompagné, ils ont refusé d'en parler. Et moi je vous dis, c'est pas terminé parce que François Hollande il s'est bien agité, il a dit des choses, mais est-ce qu'il a mis fin aux négociations TAFTA? Est-ce qu'il en a même le pouvoir? Vous demandez qu'il arrête de négocier, mais qu'il dise la France quitte les négociations. Mais est-ce que ce serait même juridiquement suffisant puisque ils ont transféré notre pouvoir de négociation à la Commission de Bruxelles? Est-ce que les Français savent que si un pays dit non? Et il n'y a pas de TAFTA. Oui, mais aujourd'hui, dans les négociations, la France n'est pas représentée. C'est la Commission de Bruxelles qui représente les 28 pays. On a besoin de il doit être ratifié. Pas au nom de la France, au nom aussi du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des pays de l'Est, des pays du Sud, etc. être ratifié après. TAFTA, ça fait lors de la ratification. Mais le mieux, c'est quand même qu'on n'aille pas jusqu'à cette extrémité de la ratification. On peut quitter avant. On peut quitter maintenant. Et or, il ne faut pas. Et puis, il n'y a pas cette TAFTA. On a fait aussi, et ça, Hollande n'en parle pas, ni à l'UMP, les traités avec le Canada de libre-échange, avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie. Et si c'est la seule solution de survivre, on a l'impression que moi, je pense que vraiment, je ne pense pas que vous croyez ce que vous dites. Je pense que c'est un argument politique démagogique pour dire aux gens, la France est restée ce qu'elle était, nous sommes toujours le plus grand pays du monde. Mais la France est menacée par la Chine, elle est menacée d'être écrabouillée, et nous on continue de dire, oh non, on a besoin de personne. Mais je vous dis tout le contraire. Moi je dis TAFTA, c'est certainement pas le pied, mais franchement, s'il faut s'allonger devant quelqu'un, je préférerais m'allonger devant les Américains que devant les Chinois. Mais moi, et c'est ce qui risque de nous arriver dans les 10 ans, moi aussi devant personne. Je souhaite que mon pays ne s'allonge devant personne. Mais vous savez bien que c'est impossible dans la situation actuelle. Et si c'est possible, et heureusement si c'est possible. Non, vous enfumez les gens. Bien sûr que si c'est possible. Votre discours, on l'a déjà entendu dans d'autres périodes de l'histoire de France. On nous expliquait qu'il fallait s'en remettre à une puissance étrangère, parfois même frontalière de notre pays. Heureusement, d'autres n'ont pas accepté cet esprit de capitulation, parce que c'est un esprit de capitulation. Et moi je dis oui, la France a plein de problèmes. Et que voulez-vous faire avec un État? Non mais attendez, c'est marrant de dire ça après 30 ans d'affaiblissement voulu de la France. On lui a supprimé ses frontières physiques
et économique. On lui a supprimé ses frontières financières. On lui a supprimé le contrôle de sa monnaie. On lui a supprimé maintenant le contrôle de son budget. On a remis sa souveraineté militaire de plus en plus dans les mains de l'OTAN, puisqu'on a réintégré en catimini sous Sarkozy puis Hollande le commandement intégré de l'OTAN que De Gaulle avait quitté. On l'a dans tous les domaines. On est sous juridiction européenne. Et maintenant vous venez nous dire on est faible. Mais oui, mais vous l'avez affaibli par votre politique. Attention. Si les Anglais la politique que vous avez soutenue. Si les Anglais au mois de juin décident de quitter l'Union européenne, ça sera un exemple à suivre pour la France. J'espère qu'ils laisseront la porte ouverte après leur départ, oui. Ce sera un exemple à suivre. Et s'ils manquaient leur tour, eh bien, nous serions peut-être le premier pays à le faire. En tout cas, nous proposons un référendum sur le Frexit. Qu'est-ce que vous pensez que les Anglais sont prêts à tourner le dos à l'Union européenne? Je pense qu'ils en seraient largement prêts. Il y a une propagande très forte qui s'abat sur eux en ce moment. Je crois que ce matin, Cameron vient de nous dire que ce serait la Troisième Guerre mondiale. Donc ce monsieur Premier ministre assume d'avoir déclenché un référendum sur quelque chose qui pourrait potentiellement entraîner une guerre mondiale. Mais parce qu'il s'est rendu compte de la réalité. Non, ça veut dire qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait aucun argument de fond. Attention. Il s'est rendu compte qu'il n'avait aucun argument de fond. Et donc ils essaient de terroriser. C'est tout ce qu'ils savent faire. Il a fait comme vous. Il a fait de la démagogie. Et maintenant il y a la réalité. Il y a 10 secondes, reportez-vous au référendum sur l'adoption de l'euro en Suède en 2003. À l'époque, on a dit aux Suédois, si vous n'adoptez pas l'euro par référendum, ce sera la catastrophe, ce sera la guerre, ce sera les suppressions d'emplois, les délocalisations, on sera seul au monde. Les Suédois ont dit non à l'euro, ils ont gardé leur couronne, ils en sont très heureux aujourd'hui. Et rassurez-vous, il n'y a pas eu ces catastrophes, ces guerres. Sujet. Et c'est ça, il faut regarder toujours cette campagne suédoise de 2003. Aujourd'hui, la Suède a 3,5% de croissance. Et monsieur Philippot, c'est tout ce que je dis parce que ça clôt le débat. Vous nous proposez en fait un retour en arrière. On remet les frontières, on arrête l'euro. C'est ça, moi j'ai 37 ans, excusez-moi, j'ai avancé avec mon temps, j'ai pas envie de revenir avec des frontières et arrêter l'euro. J'ai un frère qui vit à Londres depuis 15 ans. J'en ai un autre qui vit en Australie. Et j'ai ma cousine qui a fait ses études à Barcelone, puis à Londres et qui travaille au Vietnam. Je me vois pas revenir à un truc fermé sur nous. Alors, j'aime la France, mais j'aimerais qu'on soit un peu plus ouvert au monde. Et là, vous me proposez... Dans votre famille, les 3 personnes que vous citez vivent dans des pays qui ont conservé leurs frontières. Le Royaume-Uni, le Vietnam et l'Australie. Donc, vous donnez raison à ce que je dis. On peut parfaitement aller travailler ou vivre dans ces pays à l'étranger et c'est très bien. Et c'est parfait. Mais ces pays-là sont pas comme nous suffisamment naïfs pour se désarmer et supprimer leurs frontières. De partir étudier à Barcelone, c'est l'Europe, c'est Erasmus. Oui, Barcelone, c'est le seul exemple. Vous avez raison, parce qu'ils sont dans Schengen. Donc ça a permis une ouverture à cette personne. Et moi, je suis pas d'accord pour que vous nous rameniez en arrière à fermer les frontières. Pourquoi faire? Mais c'est pas pourquoi vous voulez pas entendre ce qu'on dit. Qui a dit fermer les frontières? Non, vous voulez rétablir les frontières. Avoir des frontières, ça n'a rien à voir avec les fermer. On pourrait toujours circuler. Vous savez que sur le réseau de l'Europe, on est isolé de l'Europe. Pourquoi vous ne pouvez pas proposer un projet qui intègre l'avancée l'avancée qui s'est passée? Ça, j'ai le droit de le proposer. Après, c'est aux Français de trancher. Vous serez sûrement en désaccord et vous militerez contre. C'est votre droit le plus absolu en démocratie. Mais s'il y a une majorité de Français qui considèrent qu'on a besoin pour se protéger à tout point de vue d'avoir des frontières et qu'un État plus moderne, c'est un État qui a des armes, qui a des outils, la monnaie, le budget, le patriotisme économique pour nos PME, pour nos artisans, pour nos petites entreprises, eh bien, c'est aux Français de trancher. Mais aujourd'hui, honnêtement, vous pouvez pas dire que tout va bien. C'est quoi sinon votre solution? Votre solution, c'est qu'on s'ouvre à tous les vents sans... Mais on va avancer. Ça va bien. À ce moment-là, on aura comme l'Allemagne 1 million de migrants. À ce moment-là, on aura des terroristes qui viendront sans problème en France. À ce moment-là, on sera soumis à la concurrence déloyale. Je veux dire, il n'y a pas d'issue dans votre modèle. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Il n'y a pas d'issue. Il faut pas s'ouvrir aux 80. Il faut faire comme le font tous les grands pays, y compris les émergents. On n'a jamais signé autant de dispositions protectionnistes qu'au cours des 10 dernières années dans le monde. Pour des raisons sanitaires, pour des raisons médicales. On le fait beaucoup moins en Europe. Les Brésiliens le font, les Russes le font, les Américains le font. Les Américains sont pas libéraux, sont protectionnistes. Mais même des plus petits pays le font, comme la Corée du Sud. Bien sûr. Ils sont pas naïfs, ces pays-là. Même le Canada, qui est plus petit et moins, et en termes économiques et en termes de population que la France, fait des choses, est offensif, essaie de défendre l'innovation, essaie de défendre les startups, essaie de défendre le Made in Canada ou le Made in France en ce qui nous concerne. Nous, on est englués dans l'idéologie et la naïveté. Ça nous tue à petit feu. Le TAFTA a quand même un élément positif. Il pose un élément positif, c'est qu'on est capable, peut-être, pour le siècle qui vient, avec les Américains, d'écrire des normes
C'est ça le débat. D'écrire des normes qui pourront s'imposer au monde entier, y compris à la Chine. Je me demande s'il faut vraiment laisser passer cette occasion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vous entends pas assez, à mon sens. Beaucoup trop sur des questions de société, pas assez sur des questions techniques comme la monnaie. Oui, il faut reprendre la souveraineté de la monnaie parce que tous les économistes le savent. Le budget et la monnaie sont les deux leviers des politiques publiques. Et aujourd'hui, on a une politique monétaire en Europe qui fait l'avantage des retraités allemands et qui désavantage les jeunes français. C'est plus le cas. La monnaie a baissé. Ah bah oui, si, c'est plus le cas. On a un peu de croissance en Europe, c'est sans doute parce que... Ah non, ça n'a rien. La Banque centrale européenne a toujours le pouvoir sur la monnaie. Ah oui. Alors qu'aux États-Unis, le pouvoir politique exerce son impérium sur la monnaie. Donc tu donnes plus de pouvoir à l'Europe. Moi, je dis qu'il faut reprendre la gestion politique de la monnaie. Moi, je dis qu'on doit le faire, et on ne pourra le faire que par une monnaie nationale, parce que de toute façon, les Allemands tiennent à une banque centrale à Francfort complètement indépendante du politique, et il y a beaucoup d'avantages à une monnaie nationale. Vous avez absolument raison. Sur les normes américaines du TAFTA, moi, je ne souhaite pas, honnêtement, qu'on généralise le bœuf aux hormones américain. On donne toujours un exemple. Non, il y en a plein d'autres. Le poulet chloré. Non. Le poulet chloré, ça vient du Brésil. Et on l'a déjà. Ils l'ont bien aussi aux États-Unis. Mais moi, je veux pas le généraliser. Oui, mais vous dites, on l'a à Rotterdam, on l'a pas en France. Si, il passe par le port de Rotterdam. Il arrive chez Carrefour. Je ne souhaite pas qu'on aille vers ce modèle généralisé de malbouffe à l'américaine. Je croyais que l'élevage du cochon en Bretagne, on doit travailler en concertation, en bonne intelligence avec tout le monde, c'est évident. Mais on peut pas accepter que notre mode de vie à nous Français, qui est quand même envié dans le monde entier encore, notamment dans l'alimentation, dans ce qu'on a dans nos assiettes, soit mis à mal sous prétexte que des grandes boîtes devraient faire plus d'argent. Est-ce que la place de Marion Maréchal Le Pen était au colloque de l'Action française samedi dernier? Vous savez, moi je suis très attaché à notre histoire millénaire. Je crois bien connaître nos rois, l'Empire, la République, c'est ce qui a fait le continuum de l'histoire de France depuis au moins 1000, 1500, peut-être 2000 ans. J'y suis très attaché. Mais là, ce que vous dites, c'est un peu anecdotique, mais ça me paraît un peu folklorique, en fait. Moi, je pense que ce débat-là, il a été tranché. C'est le cas de le dire. Aussi, hein, ouais. Non, il n'était pas Louis Alliot. C'est le cas de le dire depuis. Ce débat a été tranché peut-être depuis 200 ans. Présent, c'était folklorique ou l'Action française? Ce débat, tout ça me paraît folklorique. Je pense que notre place aujourd'hui, je veux dire, c'est d'être là dans des associations de créateurs de start-up, des associations de médecins, des associations de... C'est passéiste? Là, moi, je suis en train de travailler, par exemple, sur la création d'un collectif pour les usagers de la santé, donc on rencontre des spécialistes. Ça, je pense que c'est là-dessus que les Français nous attendent. Voilà. Oui, mais en même temps, vous êtes un peu folklorique. Vous êtes très attaché à l'histoire, mais vous voulez virer Bruno Gollnisch, qui appartient à l'histoire du Front National, qui a été l'un des historiques du Front National. Vous voulez le virer parce qu'il a eu pour crime d'avoir participé à un 1er mai de Jean-Marie Le Pen. C'est une drôle de façon quand même, c'est la chasse aux sorcières au Front National? Non, on lui a demandé de quitter les instances dirigeantes du Front National, pas de le virer du Front, mais de quitter les instances dirigeantes, bureau politique en l'occurrence pour Bruno Gollnisch, parce que il a été averti, je veux dire, il peut pas dire que c'est par surprise. Il sait très bien que Jean-Marie Le Pen, avec des gens absolument pas recommandables autour de lui, des gens qui sont remplacés par des jeunes énarques là, qui ont des propos inacceptables autour de lui, qui a tenu un discours contre Marine Le Pen, qui a souhaité sa défaite. On peut pas accepter la présence de cadres dirigeants du Front National à ce genre de manifestation. Donc on est, je crois, extrêmement logique et on respecte la position de nos adhérents et de nos électeurs. Et on se quitte avec le GG Tweet pour Florian Philippot, des noms de personnalités qui sont dans l'actualité, voir comment vous réagissez. Si l'on vous dit Jean Pauluchon. Alors, rien. Et en quoi il est dans l'actualité, excusez-moi? C'était pour un poste qui lui a été donné par Manuel Valls à la tête de la haute autorité du rail et du ferroviaire. Voilà. Bon, il me souviens il faut surtout parler de François Hollande alors, parce que je me souviens d'un président lors d'un débat de second tour qui expliquait avec moi, fini le copinage, la République des copains, etc. On y est en plein dedans. Donald Trump. Trump, c'est, je veux dire, avec d'ailleurs probablement Sanders à côté, l'idée qu'au cœur même de l'empire, du système dont on parlait tout à l'heure, oligarchique, ça tremble, ça turbule, comme aurait dit Chevènement. Ça turbule sec. Vous êtes américain, vous votez pour Trump ou Hillary Clinton? Je suis pas américain. Mais ça vous arrange, mais mettez-vous dans la peau de l'américain. Oui, ça m'arrange, je veux pas être américain, je préfère être français. Pas trancher. Et non, j'ai pas à trancher, mais il dit sur la politique étrangère, je préfère Trump, ça c'est évident, puisque Hillary Clinton c'est une vision extrêmement belliqueuse des relations internationales. C'est bon, on a déjà mis suffisamment le feu aux poudres. Il faudrait avoir une position plus équilibrée. François Fillon, rapidement.
C'est ça. Alors, on va faire. Est-ce qu'on va faire les 14 ou 15 candidats à la primaire, ou 16 ou 17 ou 18 candidats à la primaire républicain? J'en pense rien. Ces gens-là, ils ont été tout et l'inverse de tout. Il fut gaulliste, social, séguiniste. Aujourd'hui, il est ultra-libéral. Il a été Premier ministre de Sarkozy 5 ans, mais il l'assume pas. Bref. Autre nom, Yann Barthès. Ah oui, il quitte le Petit Journal. Mais le Petit Journal, ça a souvent été drôle quand même, faut le reconnaître. Hein. C'est souvent drôle. Mais cette drôlerie est gâchée par leur militantisme incroyable contre nous notamment et contre les idées patriotes. Je l'ai toujours regretté. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National. Merci. Dans un instant, GG vous.